Dans le cadre de la présente vidéo, je revisite avec toi l'ensemble des changements pour que tu vois que depuis plusieurs mois, il y a un dénominateur commun, il y a une volonté politique très claire derrière l'ensemble des changements qui s'opèrent tant au niveau provincial, je veux parler du Québec, qu'au niveau fédéral désormais. Tu te souviens qu'il y a longtemps, on parlait déjà des frais de scolarité qui étaient revus à la hausse. C'est vrai que c'était des frais de scolarité seulement au niveau universitaire. Les universités partait désormais du simple au double pour les étudiants étrangers. Il y avait plusieurs raisons alléguées derrière, mais la réalité, c'est que pour toi qui me regardes à partir de l'Afrique, ça constitue une cagnotte assez importante. Tu comprends qu'il y a comme par cette mesure-là un découragement vers les filières universitaires, alors que lorsqu'on regarde le développement économique, les tendances, les prospections économiques, il va vraiment être question d'ici 10 ou 15 ans, et là c'est l'enseignant qui te parle, il va être question que pour gagner suffisamment d'argent dans ce pays, il faudra davantage avoir un niveau élevé. La demande va être plus importante pour la simple et unique raison qu'au niveau du système éducatif, ça bat beaucoup de l'aile. Les élèves arrivent au collégial, c'est-à-dire le premier palier de l'enseignement supérieur, ils arrivent là, ils ont encore de sérieux problèmes au niveau de la langue d'expression, voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ça va être, c'est pas nouveau, même dans nos pays en Afrique, en Europe, quand le niveau est bas, la demande va, voilà, va se diriger vers des diplômes plus élevés qui supposent derrière une formation beaucoup plus consistante, une formation qui, d'un certain point de vue, garantit voilà une certaine performance. Oui, c'est légendaire, c'est connu en Amérique du Nord, mais c'est qu'est-ce que tu sais faire qui compte. Mais le qu'est-ce que tu sais faire a quand même une dimension théorique qui fait que dans les formations, si tu n'as pas accès, si tu n'es pas capable d'avoir un certain niveau là, tu vas rester purement théorique et tu ne pourras pas aller très loin. Donc, ce que je veux dire, c'est que le premier changement là vise carrément juste ici à décourager un bon nombre donc, de candidats africains vers ces universités-là et se rabattre automatiquement vers le collégial ou la formation professionnelle. Il est vrai, hein, je l'ai dit, je le répète encore, c'est des niveaux d'apprentissage, de formation qui te permettent d'avoir des métiers, de faire carrière dans des métiers en demande. Mais ce que j'ai pas assez dit, c'est que ça te garantit, oui, un bon statut et plus tard une citoyenneté au Canada. Mais au niveau de la paie, lorsque tu commences au premier échelon, c'est toujours pas la même chose, ça n'est jamais pareil. Et donc, dépendamment de ton âge, ça peut venir plomber ou alors retarder donc les premiers indices qui te permettent de dire que ton immigration au Canada aura plutôt été un succès ou pas. Donc, il y a ça qu'il faut quand même restituer, qu'il faut dire pour que, voilà, en partant, tu mettes ça dans la balance. Mais après qu'on a cité ce changement majeur là, ce qu'on ne voyait pas avant, plusieurs écoles au Québec ont commencé à exiger une avance de frais de scolarité. Ça fait que le nombre d'établissements vers lesquels tu peux aller, parce qu'on s'entend que même si c'est remboursable, il vaut mieux toujours aller vers une procédure qui t'évite de commencer à injecter de l'argent. Surtout qu'en injectant quelque part, tu as une marge de manœuvre réduite. Tu ne peux plus facilement changer ton choix, changer d'école, etc. Donc, de plus en plus, il y a des établissements, je vais pas les nommer pour pas faire la stigmatisation, mais il y a plusieurs établissements qui exigent un montant minimal. Il faut dire aussi, hein, pour restituer la vérité, plusieurs de ces établissements étaient dans une agglomération où il y avait plus de logements, où le taux d'occupation était énorme. Des familles étaient obligées d'héberger des étudiants étrangers. On a bien vu ça dans plusieurs reportages. Donc, une fois encore, la question donc, de l'immobilier s'est invitée, s'est imposée dans la décision de ces établissements-là d'exiger des frais longtemps à l'avance parce que ça venait donner comme une sorte de garantie. Ça venait comme pour beaucoup laisser croire que les dispositions vont être prises suffisamment à temps pour trouver un logement. Donc, un autre changement, c'est venu vraiment, les choses sont allées très vite. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement, à travers une correspondance, je l'ai dit dans une vidéo, je te le répète parce que la vidéo d'aujourd'hui cadre donc avec l'ensemble de ces changements-là. Dans une correspondance,
ben, le gouvernement du Québec, à travers son premier ministre, a signifié vraiment la nécessité de retarder ou, si tu veux, de freiner énormément le flux migratoire vers le Canada. La raison mise en avant, c'était vraiment, par exemple, le problème du logement. Mais c'est sûr que avant ça, et c'est ça l'intérêt de la vidéo, ces changements-là n'ont pas un impact seulement sur les visas étudiants, mais ont un impact tout court sur toutes les procédures. Il n'y a pas longtemps, le ministre de l'immigration a reçu une mise en demeure de la part d'un avocat, ministre québécois bien sûr, qui vise à s'expliquer et à revenir dans les standards normaux de délai pour ce qui est du parrainage des familles, parce que le délai moyen est anormalement élevé. On parle de délai moyen, on ne parle pas de toi qui a eu la chance d'avoir une procédure sur 12 ou 24 mois. Il y en a qui attendent plus que 4 ans. Donc, les concepts d'arnaque amoureuse, de mariage blanc et tout ça font que le Québec va souvent prendre tout son temps. Et à propos de prendre tout son temps, la plupart des procédures en direction du Québec, si tu remarques bien l'actualité, dépendamment du domaine ou plutôt de la procédure dans laquelle tu es, tu vas voir que la plupart des domaines qui dépendent du Québec connaissent quand même un retard. Je prends l'exemple de ceux qui font présentement, puisqu'on parle des visas étudiants, ceux qui font les CAQ, les certificats d'acceptation, le délai officiel même déjà est passé de 20 jours ouvrables à 25 jours ouvrables. La vérité, c'est que depuis le dernier trimestre de l'année, ça va au pas lent. De l'autre côté, quelque chose qui retarde les procédures et qui montre clairement une certaine volonté indirecte du Québec de retarder, de diminuer avant même l'annonce fédérale, mais c'est le fait que même au niveau des procédures de résidence permanente comme les CSQ, il y a de plus en plus des entrevues qui sont programmées. Ces entrevues, on refait surface. C'est des choses qui visent à augmenter les délais. Donc, il y a des délais à ces niveaux-là également. Il y a des délais pour ceux qui attendent le traitement de leur dossier de CSQ, hormis les entrevues, pour des raisons non avouées, il faut tout simplement attendre. Les délais moyens sont redevenus importants alors qu'il y avait une accélération il y a depuis les 18 derniers mois, en tout cas après la pandémie, c'est allé un peu plus vite. Donc, on voit très clairement que l'ensemble de ces mesures-là visent à décourager, à retarder sur le flux migratoire en direction du Québec et donc du Canada en général. Le dernier couperait l'élément encore qui est sententiel et qui vient vraiment faire paniquer et douter beaucoup qui aspirent à immigrer, c'est la mesure cette fois-là fédérale, parce que c'est le fédéral qui a le pouvoir de donner un visa et de faire entrer. Donc, c'est finalement, les changements sont arrivés jusqu'au niveau fédéral. Le fédéral qui a clairement exprimé son envie de diminuer d'un tiers le nombre de visas étrangers accordés. Et jusqu'ici, donc ce sera valable pour 2024 et 2025, un tiers des visas accordés par rapport à l'année d'avant, c'est-à-dire 2023, un tiers de réduction sera appliqué. Donc, le but, présenté en avant officiellement sera de pouvoir contenir la demande et le déficit en matière, de logement. Et ajouter à ça, et c'est un élément fort de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que désormais, il est imposé à toutes les provinces d'avoir ce qu'on appelle le document, c'est nouveau, lettre d'acceptation. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas les modalités que les provinces vont mettre en place. Et très clairement, dans le communiqué, l'annonce officielle du gouvernement fédéral, au niveau du Québec, c'est clairement précisé que ce document est différent du CAQ. J'ai envie de voir de manière objective et faisant preuve de bon sens. C'est quoi cette différence fondamentale qui est entre un CAQ et cette lettre d'acceptation? Puisque le CAQ, c'est certificat justement d'acceptation du Québec. Est-ce qu'au niveau de Québec, ça va être une simple formalité? Est-ce qu'au niveau du Québec, il y aura des frais supplémentaires? Est-ce que les frais de CAQ vont augmenter et sous-entendre les deux documents à la fois? Puisque c'est exigé, il n'y a pas moyen de contourner ça parce que le fédéral, en tant que délivreur des visas, va voir un dossier complet avant de pouvoir progresser, avant de pouvoir donner donc une décision.
C'est sûr qu'au niveau des autres provinces, ça va être une nouveauté qui s'apparente au CAQ, c'est-à-dire un document supplémentaire qui va s'adresser. J'imagine qu'il y a des frais avec, toujours des éléments pour décourager, toujours des éléments pour faire en sorte que la charge financière et le parcours soient vraisemblablement difficiles pour toi. Et donc, je voulais partager avec toi clairement ces changements-là. Je finis toujours par un autre changement qui a été avant celui dont je viens de t'évoquer. C'est le changement sur l'exigence des frais de subsistance. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Tu as remarqué qu'il y a une nuance. Les frais de subsistance pour étudiants étrangers sont passés à presque 21 000 $, alors que le seuil de faible revenu reste relativement en dessous de 15 000 $. En tout cas, au niveau du Québec, moins de 14 000 et au niveau fédéral, encore plus bas que ça, si mes chiffres et ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de changements dirigés essentiellement vers les étudiants étrangers parce que on a compris, tu le sais, tout le monde le sait, c'est le meilleur moyen d'obtenir une intégration professionnelle à peu près certaine et garantie, étant donné que la formation cadre directement avec les besoins et voilà la demande sur le terrain et sur voilà le plancher de travail. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre l'ensemble des changements que tu dois savoir et qui font que la grosse répercussion est que, pas qu'il y aura plus de visas, mais il y aura une diminution de visas. 2 tiers seulement des visas accordés en 2023 vont être accordés en 2024, puis en 2025, en espérant que la raison alléguée va se résorber. Je parle du déficit en logement. Mais c'est sûr que dans d'autres vidéos, je te présenterai les raisons profondes, pas seulement m'attarder sur le logement. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Est-ce qu'il y a lieu de craindre pour l'avenir? J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!